De volgende spreker is architecte. Ze doctoreert aan de UCL. Ze bestudeert daar de impact van conceptuele keuzes, kwaliteit en kwantiteit van de materie en het potentieel van upcycling. Ze is zowel professioneel als privé heel erg gepassioneerd door haar onderwerp en dat zal u zometeen ongetwijfeld merken als het decor helemaal is omgebouwd en dat is het ondertussen. Want ze gaat praten over afval van bouwmaterialen als bouwsteen voor nieuwe concepten. Geef ze een warm applaus. Émilie Gobot. Ah voilà. Donc comme je vous disais, la recherche qui m'anime depuis un peu plus de 3 ans et demi s'intitule Déchets de construction, matière à conception et porte plus particulièrement sur l'analyse des stocks et des flux de matière dans le cadre des rénovations énergétiques à Bruxelles. Alors le plan de présentation, rapidement, j'introduirai d'abord le contexte de la recherche, ensuite le cadre théorique sur lequel je me suis basée pour développer certaines idées, qui était un peu aussi le fil conducteur, la définition du déchet, parce qu'il faut bien le replacer aussi dans son paysage dans le secteur constructif, l'analyse des flux et des stocks à proprement parler, et puis brièvement j'aborderai la question du potentiel valorisable avant de passer aux conclusions. Alors le contexte. Donc l'Union européenne se caractérise par une importante consommation de ressources, mais également une importante production de déchets. Et cette tendance ne fait que croître. Alors le secteur de la construction joue un rôle prépondérant dans ce constat. Effectivement, c'est un gros consommateur et d'énergie et de ressources, également un gros producteur de déchets. Le parc immobilier représente environ 25 milliards de mètres carrés construits, donc c'est pas rien. Il est relativement ancien et le secteur résidentiel est prépondérant. En région bruxelloise, on observe ces mêmes tendances, donc un secteur résidentiel prépondérant, un parc immobilier ancien, riche, mais également énergivore, d'où la nécessité de le rénover, et un secteur de la construction, également gros consommateur et gros producteur de déchets. Alors l'objectif est double, évidemment, pouvoir réduire cette production de déchets tout en réduisant la consommation de ressources. À l'heure actuelle, en tant qu'architecte et même les maîtres d'ouvrage, au vu des réglementations et des incitants financiers qui sont mis en place, la question principale est la question énergétique. Donc comment réduire la consommation durant l'occupation du bâtiment. Et donc ces questions de ressources et de déchets sont quelque peu oubliées dans l'approche. Alors, d'où certaines questions me sont venues. Voilà, là. Décidément, j'aurais pas eu de chance aujourd'hui. Voilà. Bon, première question. Ne peut-on pas boucler la boucle et considérer finalement le déchet comme une ressource potentielle? Je n'ai pas encore trouvé le truc, je crois. Alors, appliqué au domaine de la construction, pourquoi pas considérer finalement le bâtiment comme une banque de matériaux? Et donc, on aurait à une échelle plus grande un stock de matières en attente de réutilisation qui pourrait constituer à terme des ressources potentielles locales. Pour ça, évidemment, il faut intégrer la notion de fin de vie dans la conception des bâtiments pour permettre leur récupération en fin de vie. Aïe, aïe, aïe. Alors, une troisième question qui s'est posée, c'est de savoir, eh bien, aujourd'hui, on rénove pour améliorer les performances énergétiques, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça va engendrer en termes d'impact sur les stocks et les flux de matière en présence? Et enfin, pouvons-nous, là ça va trop vite, pouvons-nous évaluer la valorisabilité des éléments construits? Alors le cadre théorique, je me suis inspirée de 3 courants théoriques principalement, l'écologie industrielle, le cradle to cradle et le 4-dimensional design. Les 2 premiers s'attaquent vraiment au secteur industriel dans un premier temps, donc nécessitent des transpositions pour être applicables à l'architecture. Le 4-dimensional design est vraiment... Oh là là.
est vraiment développé dans le cadre d'une équipe de recherche d'architectes à la VUB. L'idée principale, c'est de pouvoir s'inspirer des écosystèmes naturels et donc de rejoindre cette idée de bouclage où les matières en fin de vie pourraient réintégrer un nouveau cycle. Et pour ce faire, un outil principal, c'est la conception ou l'éco-conception qui pourrait permettre justement de rejoindre cette idée. Alors le déchet, qu'est-ce que le déchet? Vous avez déjà eu une brève définition. Donc légalement, le déchet, c'est toute chose dont on a l'intention de se défaire ou dont on a l'obligation de se défaire. Mais derrière ce terme se cache une multitude d'appellations différentes, une multitude de natures et de formes différentes, si bien que finalement, le déchet n'est-il pas simplement un concept? Auquel cas, ne pourrions-nous pas l'étendre vers le concept de ressources? Alors, appliqué au secteur de la construction, on pourrait se dire que les déchets pourraient constituer à terme une nouvelle famille de matériaux. En tout cas, c'est le postulat de Jean-Marc Huygens. Et donc, le matériau, après une phase d'utilisation, deviendrait déchet puisqu'il est délaissé, mais après une phase de valorisation, il pourrait redevenir matière ou matériau. Brièvement aussi, le déchet de construction, c'est aussi une classification et une législation bien particulière, des sources de production différentes, des acteurs différents et des filières. Voilà. Donc, très rapidement, il existe 3 classes de déchets, les dangereux, les inertes et puis les autres. Les inertes et les dangereux font l'objet d'une obligation de tri et les inertes constituent plus de 90% de nos déchets de construction. Alors les sources de production, elles sont diverses, mais évidemment elles sont maximales au stade de fin de vie du bâtiment lors de la démolition ou de la déconstruction. Or, de manière inversement proportionnelle, le stade de conception, qui ne produit pas de déchets, est potentiellement celui qui aura le plus d'impact sur la génération de déchets ultérieurs. Les acteurs, actuellement, ils agissent de manière très linéaire et fragmentée dans le cycle de vie du bâtiment. L'idée, c'est de pouvoir tendre vers une gestion intégrée, c'est-à-dire rassembler tous ces acteurs autour de la table dès le stade de conception. Pourquoi? Eh bien, parce que chacun va pouvoir amener son expertise et permettre d'anticiper et de prévenir la production inutile de déchets. Alors, les étapes et filières, brièvement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un premier tri minimum obligatoire sur chantier. Ça passe ensuite par des centres de regroupement et des centres de tri ou un tri plus poussé réalisé avant l'acheminement vers les différentes filières. Parallèlement, mais de manière très marginale, on a le secteur du réemploi. Et évidemment, l'optimum à atteindre, c'est de pouvoir... Ouh là 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 là, je vais y arriver, hein. C'est de pouvoir prévenir et réduire cette production de déchets, réaliser un premier tri poussé sur chantier, ça évite évidemment de tout mélanger pour devoir tout retrier, favoriser le réemploi parce qu'il ne nécessite pas de transformation, donc moins d'énergie utilisée, moins de pollution produite, et puis encourager le recyclage avant la valorisation énergétique. Alors, passons maintenant au bilan de matière. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas ou quasiment pas de données sur ces bilans. Donc, l'idée, c'était de pouvoir se dire, aujourd'hui, nous allons analyser un bâtiment au temps T. Donc, ce bâtiment, il constitue un stock existant avant transformation. Des matières rentrent dans le processus de rénovation et des déchets en sortent. Et enfin, nous avons un nouveau stock. Pour ce faire, il a fallu évidemment définir un objet d'étude qui soit relativement représentatif pour la région bruxelloise. Ici, à savoir le bâtiment résidentiel de façade construit avant 1945 et rénové dans le cadre du concours bâtiment exemplaire. Pourquoi? Parce que ces rénovations sont l'optimum, je dirais, visé par la région en termes de rénovation durable. Alors, il a été décidé de se focaliser sur l'analyse de l'enveloppe, puisque c'est celle qui fait vraiment l'objet d'une amélioration énergétique. Et l'analyse se fait dans un premier temps sur les tendances d'intervention en termes de démolition et d'isolation de cette enveloppe, sur la quantification des stocks et des flux, qui va nous permettre de déterminer des ratios. Alors, 23 projets répondaient à l'objet d'étude. D'accord. Bon. Décidément, j'aurais vraiment pas eu de chance ce soir.
Donc 23 projets en fait répondaient à l'objet d'étude, 10 ont été analysés en termes de tendance d'intervention et un projet a été analysé en termes quantitatifs. Ok. Ça va vraiment devenir difficile parce que c'est le moment crucial où il y a des super résultats à vous montrer. Et il me reste 4 minutes. Je ne sais pas si je dois aller chercher ma clé USB finalement ou pas. Alors en gros, comment j'ai opéré? Donc j'ai analysé des projets. J'ai épluché les métrés, les cahiers des charges, etc. J'ai pu quantifier et identifier les différents types de matières. Et donc, je les ai quantifiés avant rénovation. J'ai quantifié donc les matières qui rentrent et qui sortent. Et j'ai requantifié les matières après rénovation. Et donc, c'est un exercice, les métrés, c'est un exercice qui est fait par les architectes, mais évidemment, ils ne s'amusent pas à comptabiliser toutes les matières qu'il y a avant d'agir sur le bâtiment, ni celles qu'il y a après. Bon, là, ça va beaucoup trop vite, et ça foire de nouveau. Donc, vous aurez eu exactement 3 secondes pour voir les résultats. Voilà, nous y sommes. Alors, les tendances d'intervention, pour vous montrer rapidement. Donc, on a analysé l'enveloppe, on a les différentes composantes de l'enveloppe, façade, toiture, dalle, qui ont été subdivisées en layers extérieurs, structurels et intérieurs. Et donc, on peut voir qu'en fonction de la couche, on a des interventions différentes. Donc, en toiture, on a beaucoup de démolitions, en façade, on en a moins. Alors, en termes d'isolation, c'était pour avoir une vision relativement synthétique de ce qui se fait, quels sont les isolants utilisés aujourd'hui dans ces rénovations durables et comment sont-ils mis en œuvre, plutôt en isolation par l'intérieur, par l'extérieur ou dans l'épaisseur structurelle. Alors, passons directement maintenant au bilan matière du projet analysé au niveau quantitatif. Donc, c'est un projet situé à Oudergem. Voilà. Alors, premier bilan, donc il y a 8 fractions qui ont été, 8 types de matières différentes qui ont été analysées. On a l'analyse avant transformation, après transformation, les matières qui rentrent et les déchets qui en sortent. Et donc ici, c'est analysé suivant l'unité de poids. Donc on a une majorité d'inertes et ça n'est pas une surprise et ce bilan reste relativement stable après transformation. Si maintenant on considère l'unité de volume, ça devient tout à fait intéressant parce qu'on a un éclairage tout à fait nouveau avec une fraction des isolants évidemment qui est prédominante et on a 1/3 du volume total des matériaux qui constituent le bâtiment après rénovation. Alors les isolants ne pèsent pas grand-chose, vous l'avez vu dans le bilan précédent, mais par contre dans les interventions ultérieures que nous aurons sur nos bâtiments, ce sera quand même une matière dont il faudra tenir compte. Alors ça nous a permis de dégager des ratios. L'idée ici, c'est de pouvoir se dire que ça pourrait servir d'outil de planification. Pourquoi? À partir du moment où on sait qu'on a autant de mètres carrés d'une même typologie et qu'on considère qu'on va rénover autant de mètres carrés, on multiplie par les ratios et on peut plus ou moins prédire et anticiper les flux de matière auxquels nous pourrions avoir affaire. Voilà. Dernière question, potentiel valorisable ou non? Eh bien oui, donc je reprends ce même schéma. Nous avons quantifié avant, après, pendant. C'est très bien, mais ça ne nous dit pas si ces matières vont être valorisables ou même valorisées. La question se pose en 2 temps. Aujourd'hui, ces matières sont-elles valorisables et valorisées? Peut-on faire mieux? Comment? Quels sont les freins et les opportunités? Et surtout, dans le futur, que sommes-nous en train de mettre en œuvre qui pourraient constituer soit des déchets en puissance, soit des ressources potentielles? Et enfin, les conclusions, j'y serai arrivée. Donc la recherche, en fait, propose simplement de mettre en lumière une autre notion que juste celle énergétique et donc d'intégrer la notion de ressources et de déchets dans nos processus de conception. Pour ça, évidemment, il faut penser à la fin de vie. Alors aujourd'hui, personne ne construit, ni maître d'ouvrage, ni architecte, en pensant à la démolition ou à la déconstruction de son bâtiment. Mais ce serait intéressant parce que c'est la manière dont on pourra agir sur la valorisation en fin de vie.
La recherche propose une méthode, non pas des chiffres évidemment, avec un échantillonnage large. Elle a permis d'identifier des flux clés et de déterminer la notion de valorisabilité. Alors, l'idée, évidemment, à l'avenir, ce serait de pouvoir augmenter l'échantillonnage des analyses, étendre l'analyse à d'autres systèmes comme les équipements, par exemple, et pouvoir implémenter la méthode dans des projets pilotes. Voilà. Et de manière vraiment beaucoup plus globale, on peut rejoindre aussi la notion de urban mining ou de métabolisme urbain, où on peut se dire qu'à l'heure actuelle, nous avons à l'échelle du territoire un stock qui est inexploité. Pourquoi inexploité? Parce que par méconnaissance en fait, de ce stock. À partir du moment où ce stock est identifié, quantifié, anticipé, on peut imaginer un système de networking qui permet la substitution de flux, la mutualisation et qui permet d'impacter directement sur la consommation de ressources et sur la production de déchets. Je vous remercie, ce fut laborieux, mais je vous remercie pour votre patience et voilà, je serai disponible pour des questions.